Radio Red, it's on air. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro 6 de Descartes en main. Au programme de ce soir, l'environnement tout d'abord, avec deux ouvrages. Celui de Bruno Tertrais, Les guerres du climat contre-enquête sur un mythe moderne, et celui de Valérie Cabane, Un nouveau droit pour la Terre pour en finir avec l'écocide. Dans leur genre, ces auteurs parviennent-ils à nous convaincre? Que développent-ils comme raisonnement? Et plus généralement, comment s'y retrouver dans la jungle des ouvrages sur notre planète et son avenir écologique? Focus dans un instant. Et puis dans la seconde partie de cette émission, nous nous intéresserons aux primaires. Anciennes aux États-Unis, nous les avons, semble-t-il, adoptées en France. D'une désignation des candidats à l'élection présidentielle au sein même des partis politiques, aux primaires citoyennes, que penser de ce nouveau système? Le regard de nos chroniqueurs, c'est pour tout à l'heure. Radio Rec, Descartes en main. présenté par Nicolas. Et autour de la table de ce studio, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. Hugo également. Bonsoir Hugo. Bonsoir à tous. Et Priscilla. Bonsoir Priscilla. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions et à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Allez, on débute. Ouvrons tout de suite notre bibliothèque. Et nous allons débuter avec une chronique littéraire pour débuter. Et Priscilla, tu as lu pour nous deux ouvrages, je le disais, à commencer par celui de Bruno Tertrais, Les guerres du climat, contre-enquête sur un mythe moderne au CNRS édition. Et c'est un ouvrage de 2016. Il est court, paraît-il. Oui, plutôt court, en effet, 40 pages de texte environ. Je peux vous le montrer, vous voyez la finesse de la chose. Donc, histoire de varier les plaisirs, je parle encore une fois d'écologie. Je pense qu'on aura commencé à le comprendre. C'est mon truc. Donc, ce premier ouvrage, quand même édité aux éditions du CNRS, qui, il me semble, ont une certaine réputation dans le domaine de la science, tout du moins. J'ai eu un peu de mal à comprendre l'intérêt de cet ouvrage. Donc, 40 pages de texte, comme je disais, c'est quand même plutôt court, dans lequel l'auteur, donc Bruno Tertrais, aborde la question du rôle du climat dans les guerres. Déclarant que depuis un certain nombre d'années maintenant, la politique attribuait un très très grand rôle au climat dans tout ce qui est migration forcée, conflits violents entre pays ou entre populations au sein d'un même pays, que ce soit des déclarations du GIEC ou de Al Gore ou d'autres personnalités politiques. Mais selon lui, le climat n'est que une excuse pour des gouvernements incapables qui n'arrivent pas à gérer leur propre population et que donc le bouleversement climatique arrive comme par enchantement comme bouc émissaire, en fait, on pourrait dire, et qu'au final, la raréfaction des ressources réelles, l'augmentation des conflits n'est pas due, ou en tout cas presque pas, au climat. Il trouve quelques études alors qui permettent de prouver ce qu'il dit, forcément, mais évidemment en 40 pages, ça reste un peu court. Et il finit même par déclarer que tout ceci n'est qu'une vision catastrophiste, alarmiste, sans fondement, qu'il faudrait mieux en gros éviter ce genre de déclarations typiquement dramatiques, ne serait-ce que pour le mental et le moral des populations, avec, je cite, « Les guerres climatiques relèvent d'une vision fantasmagorique et apocalyptique du futur de la planète ». Et il va même jusqu'à dire que certains des facteurs contribuant au changement climatique, par exemple l'augmentation de l'utilisation des ressources fossiles, qui, nous le savons, sont très polluantes, peuvent au contraire favoriser la paix. On a en effet pu démontrer que le développement rapide des sociétés occidentales, rendu possible par le recours massif donc aux combustibles fossiles, avait réduit le risque de conflit entre elles. Alors, il donne en effet un nombre d'études pour démontrer, pour justifier ce qu'il dit. J'avoue avoir encore un peu de mal à adhérer à son propos. Là où il n'a pas tort, évidemment, c'est de pointer la responsabilité des gouvernements. Clairement, la Terre ne fait pas tout toute seule, et c'est aux politiques de réagir et de gérer avec elle, en tout cas. Néanmoins, il minimise vraiment beaucoup trop, à mon sens, cela. Par exemple, il dit que les guerres de l'eau n'existent pas, c'est-à-dire tous ces conflits où des peuples s'entretuent pour les ressources en eau, par exemple, potable, évidemment. Et surtout, je trouve que 40 pages,
pour démontrer une thèse aussi vaste, aussi ardue, c'est un peu court. D'un point de vue rigueur scientifique, on pourrait dire, je trouve ça un peu léger, sachant que pendant tout l'ouvrage, justement, il démonte le fait que les scientifiques ne sont pas rigoureux, que leurs études ne sont pas complètes, qu'elles manquent d'exactitude, et à mon sens, il ne le fait pas plus, lui, de son côté. Donc c'est un peu compliqué. Donc personnellement, il ne m'a pas convaincue, pas entièrement du moins. Surtout avec une sorte parfois de posture d'attaque, vraiment d'agressivité frontale envers la science, qui fonctionne presque comme ce qu'on peut appeler un marchand de doute, c'est-à-dire qui instille volontairement le doute sur les études scientifiques en disant bah oui mais au final ils sont pas si sûrs que le climat a une influence, alors c'est pas grave, concentrons-nous sur autre chose. Ce qui permet évidemment de retarder toutes les solutions qui pourraient être envisagées. Donc voilà, en soi c'est pas long à lire, 40 pages, mais ça m'a assez révoltée. C'était une lecture difficile, d'un point de vue personnel. Fallait pas que ce soit plus long, quoi. Non, fallait pas que ce soit plus long. En même temps, peut-être qu'avec plus de pages, il aurait réussi à me convaincre aussi, je ne sais pas. Mais je trouve que là, il fait des raccourcis, évidemment, de pensée, qui sont absolument intolérables à certains moments. Heureusement, le deuxième ouvrage dont je vais parler était beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc Valérie Cabane. C'est ça. Un nouveau droit pour la Terre pour en finir avec l'écocide. 2016, Anthropocène Seuil. Voilà pour le cadre. Et plus long alors cet ouvrage. Beaucoup plus long, donc Anthropocène Seuil, donc une collection assez récente qui date de 2010 il me semble, qui a pour but de parler uniquement justement des questions d'environnement d'un point de vue philosophique, mais pas que. La preuve avec cet ouvrage qui s'attache à l'aspect juridique, justement, quelles sont les lois, comment est-ce que c'est encadré d'un point de vue pénal, aussi bien nationalement que internationalement, surtout à l'heure actuelle. Et son ouvrage, en fait, tente de déterminer, de définir et de trouver un cadre pour ce qu'on appellerait l'écocide. Donc l'écocide, c'est la destruction volontaire de la biosphère, de la planète Terre, et ce serait le valider en tant que crime international, comme peut l'être à l'heure actuelle le génocide. Voire en faire un crime premier, puisque tout dépend de la survie de notre planète. S'il n'y a plus de planète, de toute façon, il n'y aurait même pas de quoi faire un génocide. Bon, c'est pas une raison pour en faire, mais c'est une manière de voir à quel point elle pense que c'est le crime premier, le plus important, sachant que de toute façon, les populations dépendent justement de cet habitat Terre. Alors, ça reste un ouvrage qui accumule beaucoup les exemples, très factuels. Donc, il est vrai qu'au bout d'un moment, c'est peut-être un peu lourd à digérer, mais néanmoins, les exemples sont intéressants. Par exemple, pour parler de la France, saviez-vous qu'en 1980, donc en France, 200 tonnes de gaz carbonique contaminés par une fusion d'uranium dans une centrale nucléaire qui a en gros mal tourné ont été relâchées, ainsi qu'une certaine quantité d'uranium déversée dans la Loire pendant 5 ans sans que personne ne le sache. Et par exemple, il me semble qu'on n'en a jamais entendu parler depuis. Et c'est le PDG de l'entreprise en 2015 seulement à Canal+, qui a fini par avouer un peu malgré lui qu'en effet c'est ce qui s'était passé, mais personne n'en avait jamais rien su avant qu'il le dise en 2015. Ça s'est passé en 1980. 35 ans après. Voilà. Donc, j'étais bon en maths. Voilà, c'est très bien. Donc toute une forme de déni médiatique sur ces questions pénales, et quand bien même de toute façon on en parlerait, elle souligne en fait à quel point il y a un véritable manque, un manquement en tout cas dans les applications possibles. On voit bien à quel point de plus en plus les entreprises possèdent une certaine impunité, on pourrait dire, dans la pollution. Bon, pas que, hein, je ne parlerai même pas par exemple de fait de ne pas payer ses impôts ou des choses comme ça, mais une certaine impunité, et qui en fait il est très difficile de faire valoir ses droits d'un point de vue écologique. Donc voilà, l'intérêt majeur de cet ouvrage, c'est d'aborder des cas concrets, des exemples réels qui se sont vraiment passés, avec des chiffres, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours marrant. Et de parler des institutions existantes, la CPI, donc la Cour pénale internationale, des choses comme ça, et surtout parler quand même de choses qui ont été faites, parce que c'est bien beau de voir le mal, on pourrait dire. L'intérêt, c'est de voir aussi les choses qui bougent, les choses qui changent. Par exemple, ce fameux procès en fin de l'année dernière contre Monsanto, donc
géants de l'agriculture, on va dire comment dire agroalimentaire. Oui, agroalimentaire, voilà. Qui donc possède la plupart des brevets sur les graines, les semis et les choses comme ça. Donc au Brésil, il y a eu un véritable procès, bien qu'il n'y ait pas eu de sanction, c'est-à-dire qu'au final, il ne s'est rien passé pour l'entreprise, mais c'était un véritable ensemble de jurés, un véritable juge, dont c'est réellement le métier, j'entends, des témoins du monde entier qui venaient expliquer comment une culture avait détérioré leur santé, ou il me semble un enfant à peine 10 ans qui avait déjà eu je ne sais combien d'opérations à cause des pesticides, des engrais, des choses comme ça. Et ça prouve que c'est en train de bouger. Voilà. Avant, qui aurait pu penser que Monsanto serait traîné à un procès, même si certes il n'est que symbolique, on pourrait dire, c'est quand même un symbole fort. Donc voilà, donc ce bouquin, beaucoup plus intéressant, me permet surtout d'aborder, donc ce que je voulais surtout aborder ce soir, la question des solutions, c'est-à-dire montrer qu'il y a bien quand même des choses qui changent, que tout n'est pas perdu. Et donc je parlerai ici de 2 autres petites choses. En premier lieu, le film Demain, qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière, donc film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un film documentaire donc qui tente de montrer les solutions, les alternatives qui existent à travers le monde, aussi bien d'un point de vue agriculture, éducation, démocratie. Et c'est un film qui fait du bien, qui montre qu'il y a par exemple un petit village en Angleterre qui a créé sa propre monnaie et qui a décidé par exemple de faire un billet de 21 livres. Pourquoi 21 ? Parce qu'il pouvait le faire. Histoire de dire, on a notre propre monnaie, et ben on décide de faire ça, et c'était par exemple, je trouve ça très très mignon, ou un village en Inde qui a décidé de briser le système des castes, et en fait de forcer chaque habitation à côtoyer plusieurs castes, ce qui avant évidemment aurait été impensable, et qui là a été forcé, et finalement ça se passe très très bien. Donc voilà, plein de solutions comme ça dans le monde, aux États-Unis, en Islande, en Inde, en France, sur la permaculture, sur plein de choses, des nouveaux procédés démocratiques, donc peut-être qu'on a encore des choses à apprendre. Et un autre ouvrage donc, de Naomi Klein, La stratégie du choc, donc, qui lui au début ne parle absolument pas de ça, mais qui à la toute fin évoque le fait que les gens commencent à se soulever, que les gens en ont peut-être un peu marre, pourrait-on dire, de l'état dans lequel les gouvernements les laissent, notamment après des catastrophes naturelles, puisque c'était le but de son ouvrage notamment, et qu'au lieu de se laisser faire, les gens reproposent plutôt des nouvelles sociétés, des nouvelles méthodes de vivre ensemble. Par exemple, la Nouvelle-Orléans, qui a été donc frappée par l'ouragan Katrina, ils ont tenté de privatiser à tout va, de faire en sorte qu'en gros toute la population afro-américaine n'ait plus sa place dans cette ville pour permettre à des hôtels de luxe, des centres commerciaux, etc. de se mettre en place. La population ne s'est pas laissée faire et a recréé des lieux, vraiment des quartiers entiers sur des procédés citoyens, démocratiques, etc. Là où ils pensaient que les gens, justement, encore sous le choc de l'ouragan, n'auraient pas le courage, la force de le faire. Ils ont prouvé le contraire. Donc ça fait du bien. Et par exemple en France, petite initiative contre Monsanto justement, Cocopelli, qui propose de donner gratuitement en général des graines qui ne sont ni brevetées, ni hybridées, ni quoi que ce soit, mais qui de fait sont illégales. Planter des graines de ce type-là est un crime contre Monsanto entre autres, mais il n'y a pas que eux d'ailleurs. Et c'est quand même dingue de se dire que demain, si on veut planter du blé, qui n'est pas breveté ou quoi que ce soit, c'est de l'illégalité. Donc voilà, et ils se retrouvent en procès contre Monsanto, justement, qui les attaque pour, fraude à la propriété intellectuelle, on pourrait dire, entre guillemets, quoi. Mais ils se battent, et leur action va jusqu'en Inde aussi, notamment, justement, qui a beaucoup souffert des monocultures intensives. Donc voilà, il y a des choses qui se font un peu partout et je crois qu'il est grand temps de prendre exemple. Eh bien voilà, on le voit, la question écologique, la question du monde de demain concerne bien entendu toute la planète, tous les pays. On rappelle donc peut-être un petit coup de gueule contre Bruno Tertrais, politologue, qui nous propose un ouvrage
un peu trop concis finalement. Et puis, eh bien, peut-être un coup de cœur pour Valérie Cabane et pour l'ensemble des actions dont tu viens de détailler, voilà, la diversité. Elle, en tout cas, Valérie Cabane est juriste du droit international, en particulier du droit de l'homme, mais donc elle s'intéresse également à toutes ces questions relatives à notre planète et à l'évolution juridique du contexte qui est autour. J'avais une question à poser à Marc pour débuter la séquence post-chronique. Marc, quand on parlait de l'ouvrage de Bruno Tertrais, on parlait de la question de l'eau, et je t'ai vu sourciller en me disant que tu avais l'air d'être d'accord avec ce que disait Bruno Tertrais sur cette question. Bah oui, parce que moi, de ce qu'on a présenté, c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt été séduit par ce que dit Bruno Tertrais que l'inverse, même si, bien évidemment, dans l'ouvrage 2, quand on flatte la permaculture, quand on traite de Monsanto, ça, je souscris totalement. Non, je souscris à ce que dit Tertrais. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le climat aujourd'hui est une question un peu globale dont les politiques se saisissent, pas forcément de la meilleure manière, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une question qui revient régulièrement par le biais des grandes conférences internationales, par le biais des décisions politiques pour la pollution notamment. Alors évidemment, le but n'est pas de nier le réel. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a pu y avoir des pics de pollution, que le climat s'est réchauffé très rapidement, ce qui n'était jamais une sorte de continuum historique là-dessus, donc bien évidemment. Je regrette seulement aujourd'hui qu'on traite la question du climat essentiellement à partir du GIEC, donc le groupe d'experts pour le climat, qui est rattaché d'ailleurs, quand on réfléchit un peu, aux États qui sont proches des États de ce groupe d'experts. Les États sont proches du GIEC. Et on voit très bien aujourd'hui que finalement, les études qui sont faites par ce groupe d'experts-là sont des études qui sont très limitées. Pourquoi ? Parce que les études qui sont faites, le seul moyen de savoir quel était le climat il y a un certain nombre d'années, des décennies et des millénaires, c'est d'aller dans les pôles, de voir comment était la température dans les pôles et selon la distance que vous percez au fond des terres des pôles. Voilà, vous pouvez savoir la température. Et effectivement, il y a un problème déjà de théorique et scientifique, c'est de savoir si effectivement la température est peut-être moins élevé au nord, mais est-ce que vous pouvez globaliser la température qu'on a à un endroit donné à l'ensemble de la planète ? C'est totalement stupide. C'est comme si dans, un certain nombre d'années, on dit la température de la France à cette période-là, en fait, s'est réchauffée par rapport à celle des pôles. Enfin, il y a quand même un problème théorique donc sur cette question du climat. Je rebondis du coup sur le deuxième ouvrage qui donc traitait de. J'aime pas trop l'idée de conceptualiser, de rendre un peu ça juridique. Je trouve qu'il y a des légèretés là-dessus. Mais ce qui me dérange, c'est que il y a aussi la question de l'eau qui a été abordée et on voit bien aujourd'hui que les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux sont la suraffection d'une plaie. C'est jamais le moteur d'un conflit. On le voit très bien, ça peut entretenir un conflit, mais c'est jamais le cœur du conflit. C'est ce qu'entretient le galop, diront les cavaliers. Donc je regrette un peu qu'il y ait toujours cette mise en cause. C'est le climat qui cause ça, donc il faut régler le climat. Non, je pense pas que ce soit aussi simple. Et je terminerai là-dessus en abordant la question qui a été faite sur la Terre, parce qu'aujourd'hui on nous sort des conférences sur le climat, on nous sort des conférences sur l'eau, pourquoi c'est un problème. On sait très bien déjà d'une que l'eau, il y en aura tout le temps, même de l'eau douce, parce qu'il y a l'ascendance orographique qui fait qu'il y a un renouvellement des eaux. Alors ce qui compte, c'est la redistribution qui est mal faite. Sur le biais du climat, on voit très bien aujourd'hui que les études qui sont faites sont des études qui sont bornées, à un endroit donné, donc on ne peut pas généraliser, déjà il y a un problème. Mais c'est la question de la Terre qui moi m'interroge, c'est-à-dire que pas une seule fois je n'ai vu de politique s'intéresser à la question de la Terre, petit t. Pas de la Terre en son ensemble, de la Terre. Oui, pas la planète, mais bien la de Terre. l'agriculture. D'ailleurs, on voit bien la sagesse des anciens qui ont appelé la planète Terre parce que c'est la seule planète dans notre système qui comporte de la Terre. Et vous parliez, Priscilla, tu parlais des effets sur les corps humains, etc. Tout ça est vrai, mais il faut aussi se poser la question simplement de la Terre. Des effets sur la Terre. On sait bien aujourd'hui que les techniques qui sont utilisées par Monsanto et d'autres sont des graines, sont des pesticides, sont des engrais qui tuent les sols. C'est-à-dire qu'en gros, on observe aujourd'hui qu'il y a une avancée du désert. C'est-à-dire que ces sols, et après, le cas du Brésil est excellent pour ça, parce que tu as cité le Brésil, on voit bien dans le cas du Brésil que dans les milieux tropicaux sont les milieux les plus fragiles parce qu'ils sont soumis à de vives pluies et à un climat qui est très humide. On voit aujourd'hui qu'il y a un réchauffement de ces zones-là. On voit que les sols sont complètement érodés à cause de la chaleur qui tape et du ruissellement qui s'ensuit. Les sols sont en train de mourir, les déserts sont en train de mourir et on n'a pas une conférence sur la Terre alors qu'on sait très bien aujourd'hui que ça soit l'eau ou le climat,
Les deux sont des éléments qu'on ne peut pas détruire. Le climat, il faudra chauffer l'atmosphère, il faudrait chauffer l'atmosphère à 100 degrés pour pouvoir perdre tout ça. Dans le cas de l'eau, on sait très bien aujourd'hui qu'il y en aura tout le temps. Donc moi, je regrette qu'il n'y ait pas d'éléments sur la Terre, tout simplement, petit t, et qu'on ne traite pas cette question de manière plus importante, parce que c'est elle qui nous nourrit. Ça, là, pour le coup, c'est la base. Et on ne sait pas comment évoluera l'écosystème dans le cadre de tout ça, bien qu'il y ait de nombreuses analyses pour compléter ce que tu disais sur la Terre, sur le climat de manière générale. Hugo, tu souhaitais réagir à ce que disait Marc. Ouais, je pense qu'il ne s'agit pas en fait d'opposer les domaines entre les experts juridiques, les géographes, les politologues, etc. Comme tu semblais le sous-entendre à un moment donné, je pense que c'est un sujet qui est central, qui est critique, donc qui est complexe et qui requiert toutes ces expertises-là. Et ce qui m'a intéressé aussi dans ces livres, le premier, comme le deuxième par ailleurs, c'est que la Terre, l'écologie, l'environnement, si on veut voir large, ce sont des sujets qui sont tout à fait politiques. On a parlé de guerre de l'eau, donc d'hydropolitique. On peut parler aussi de l'énergie, il faut pour les pays être indépendants énergétiquement. Donc Marc, quand tu parles, oui, l'eau est toujours disponible, mais elle n'est pas disponible pour tous les pays. On voit, oui, tu l'as précisé, je pense que c'est un point tout à fait central de cette réflexion-là. Quand on voit des mers qui s'assèchent, quand on voit des pays comme Israël ou Singapour qui s'ingénient à, désaliniser l'eau de mer ou obtenir une efficience au niveau de l'utilisation de l'eau assez exceptionnelle. Quand on voit aussi toutes les discussions autour du nucléaire, on voit que l'énergie et donc que l'environnement sont des questions centrales et que l'homme et les hommes politiques en tant que représentants de l'homme se saisissent bien de ces questions-là. Et je trouve justement que avoir ces discussions à travers les livres est tout à fait intéressant. Alors, on est dans un monde où tout va plus vite, on l'évoquait la semaine dernière avec les questions politiques, mais c'est vrai pour ce sujet. Aujourd'hui, on est face au réchauffement climatique, on entend l'urgence que l'on nous dit régulièrement, que l'on nous rappelle là, en cette période de fort froid en France, où on nous dit attention de ne pas augmenter trop votre chauffage, parce que, voilà, comme tu disais, il y a l'indépendance énergétique, il y a la capacité de produire de l'énergie, il y a également de l'ordre des COP, on entend ces discours de l'urgence sur le climat. D'un autre côté, on est aujourd'hui dans cette phase de ce qu'on appelle la transition énergétique. Ségolène Royal l'a rappelé d'ailleurs en disant qu'avec l'éolien, on avait produit pas mal d'électricité ces derniers jours, grâce à la météo clémente en termes d'ensoleillement pour les panneaux solaires, mais aussi un peu de vent pour l'éolien. Voilà, on est dans cette période de transition énergétique. Est-ce que dans l'urgence, il faut être patient ? Oui, je pense, parce que la transition énergétique, c'est une question que l'on veut régler trop rapidement en disant finalement il faut arrêter de consommer. Non, il faut arrêter de consommer ce qui est produit par du pétrole et du charbon pour aller rapidement et puis aller sur des énergies qui sont renouvelables, qui sont naturelles, mais dans les énergies qui sont donc renouvelables ou naturelles. Il y a notamment l'énergie hydraulique qui provient des barrages et on sait toutes les polémiques qui peuvent exister autour de la création des barrages. On l'a vu à Sivens, on le voit en Chine avec je crois l'un des plus grands barrages du monde. Le Gange. Non, les Trois Gorges. Voilà, les Trois Gorges, la rivière des Trois Gorges, où là ça déplace un nombre très considérable de personnes. Ça amène des conséquences que l'on sous-estime, que l'on ne conçoit pas forcément. L'inondation des vallées notamment. Exactement. Et toutes des conséquences qu'on ne voit pas quand on parle simplement de transition énergétique. On le voit avec comme ça des œillères et auréolé de toute la grâce de cette protection de l'environnement finalement. Il ne faut pas oublier toutes les conséquences aussi. Et c'est pour ça que la question, j'y reviens, du nucléaire est tout à fait corsée, tout à fait difficile à régler, parce qu'on a d'un côté cette réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment, mais on a aussi cette question du danger nucléaire, des déchets nucléaires notamment, des accidents nucléaires, etc., etc. Donc voilà, toutes ces questions-là sont très difficiles à arbitrer.
Et oui, et notamment lorsque l'on voit le développement de la voiture électrique ou de la voiture hybride qui nécessairement fait appel à donc l'énergie électrique et donc derrière cela tant que la transition n'est pas achevée, bah forcément au nucléaire alors qu'on on va être contre des énergies fossiles et finalement on va utiliser le nucléaire contre ça. Oui, peut-être qu'il faut consommer moins comme tu le disais, mais là c'est peut-être un peu trop difficile pour nous. Priscilla. Oui, en plus, je voulais rajouter, en dehors par exemple de l'hydraulique et des barrages, les panneaux solaires ou même l'éolien nécessitent souvent des métaux rares dont l'extraction est très polluante en général, sans parler après des déchets qu'on ne sait rarement quoi en faire. On ne sait pas ce qu'on va faire du photovoltaïque. Exactement, donc c'est clair qu'il faut faire quelque chose, mais les solutions ne sont pas encore entièrement adéquates ou bien pensées. Le gros problème, en fait, surtout je pense sur la question du climat, c'est la différence de temporalité en fait entre la vie humaine et le temps que ça prend mine de rien pour la planète. La plupart des gens ici ne connaîtront pas vont connaître des bouleversements, mais la catastrophe sera peut-être dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, on n'en sait rien. Mais les gens ne se bougeront, et en tout cas ne se sentiront vraiment concernés que lorsqu'il y aura urgence, que quand il y a alarme. Et c'est pour ça que parler de discours catastrophiste inutile, oui, il ne faut pas alarmer trop fort si la menace est petite, mais en même temps, pour ce genre de temporalité, dire aux gens, c'est pas grave, ça sera dans 100 ans, c'est clair que personne ne bougera pas. Personne ne bougera. Ne bougera, oui. C'est un petit peu, cet argument va un petit peu à l'inverse de ce que disait Marc sur le fait qu'aujourd'hui, les preuves d'une urgence climatique ne sont pas aussi évidentes que ça et l'impact que cela peut avoir sur nos sociétés demain, à plus ou moins long terme, n'est pas si évident que ça. Est-ce que derrière ça, on n'a pas un discours aujourd'hui qui t'attend... Enfin, bon, on le sait, les scientifiques travaillent sur cette question, ils ont des preuves. Est-ce que derrière ça, on a la certitude aujourd'hui d'aller... est-ce qu'on a la certitude de faire les bons choix quand on restreint absolument la consommation ? C'est pas évident. Je sais pas si vous... Je ne sais pas si on restreint absolument déjà la consommation. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on avance ? Comme disait Marc, il y a, c'est vrai, des doutes sur les chiffres, mais je pense qu'il y a quand même une espèce de consensus scientifique et un certain nombre de scientifiques qui s'élevaient contre le GIEC se sont finalement sont rentrés dans les rangs et ont admis la véracité scientifique des chiffres et des études avancées et développées par le GIEC. Donc je pense qu'on est quand même on va dans la bonne voie, je dirais, d'un point de vue scientifique, et je pense que on peut laisser à ces études le bénéfice du doute. C'est peut-être un peu comme le défi pascalien, c'est-à-dire qu'on n'a rien à perdre à être plus écologique, à respecter davantage la planète, parce que, outre les problèmes, je dirais, environnementaux, dans le sens qu'on entend du dérèglement climatique, il y a aussi des problèmes au niveau de la qualité de la terre, Marc en parlait un petit peu tout à l'heure, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé. Voilà, il y a un certain nombre de dérèglements qui sont conséquences de cela. Et à ce titre-là, je pense que le doute, s'il existe, doit être quand même ne doit pas nous amener à remettre en cause complètement ces études, mais bien à se dire qu'on le fait pour le bien, notre bien et le bien des générations futures, comme le veut l'adage. Il y en a une qui essaye de faire des choses pour l'environnement et peut-être aussi pour la communication marketing de sa commune, c'est Anne Hidalgo. Ces derniers temps, elle est pas mal critiquée par les usagers. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu les usagers contre les écologistes, finalement, à Paris. Anne Hidalgo qui a donc rendu les berges de Seine aux Parisiens, piétons, cyclistes éventuels, mais en tout cas plus aux voitures. Aujourd'hui, ça fait beaucoup parler. On en avait parlé en début de saison lorsque ces décisions étaient dans les tuyaux. Anne Hidalgo, elle est à fond sur cet axe-là, au détriment peut-être du quotidien des usagers de la ville de Paris. Est-ce qu'elle ne met pas la charrue avant les bœufs en mettant en place une piétonisation des voies sur berge, avant même d'avoir rendu aux Parisiens un véritable service de transport performant ?
Non, c'est vrai que c'est une grosse question et peut-être qu'Anne Hidalgo ne voit pas Paris comme une ville aussi grosse qu'elle l'est. Paris, c'est peut-être la troisième ville globale. C'est la troisième ville globale pour un certain nombre de géographes. C'est une ville qui draine beaucoup d'usagers, de travailleurs, je sais pas, livreurs, un certain nombre de personnes véhiculées qui viennent, qui vont et qui viennent dans Paris, qui traversent Paris, et je pense que ça doit être une vraie réflexion, et cette réflexion des transports, elle n'est pas menée de front, ou elle est menée, je pense, avec un certain décalage, dans le sens où je pense que tu sous-entendais cette question derrière du Grand Paris des transports, le Grand Paris Express, qui est toujours en rodage et qui se construit doucement. Ça fait partie des grands projets. Et, l'ouverture, les premières ouvertures ont lieu en 2023. On est en 2017. C'est dans 6 ans. Donc oui, il y a peut-être un décalage, mais c'est dans le programme d'Anne Hidalgo. Elle veut faire de Paris une ville beaucoup plus verte, beaucoup plus écologique. Elle s'inscrit d'ailleurs, je crois, elle est devenue présidente, ou elle est membre très active du COP 21 des villes, ou voilà, l'équivalent du COP 21 pour les villes mondiales. Voilà, elle veut vraiment engager Paris et la France avec elle dans cette voie-là. Pourquoi pas? Mais il faudrait pas que cela se fasse au détriment des gens, ce qui paraît être parfois le cas, et ça a été aussi critiqué dans la circulation alternée, qui a pu se faire parfois avec difficulté. Alors, juste pour terminer sur Anne Hidalgo, les différents projets de piétonisation des voies sur berge faisaient état d'un faible report sur la circulation dans Paris. Les premières enquêtes commencent à tomber et on est autour de 10 minutes, 13 minutes de perdu à la fois le matin et le soir. Donc ça veut dire près finalement de 30 minutes, d'une demi-heure perdue chaque jour pour les automobilistes parisiens suite au report des voies sur berge qui sont désormais fermées aux véhicules. Juste pour terminer, Marc, là-dessus, et puis on enchaînera sur le sujet qu'Hugo vient de toucher du doigt, la vignette critère qui est mise en place depuis quelques jours maintenant. Alors déjà, très succinctement, on voit très bien, alors attendons de voir le maximum de sources et d'infos là-dessus, que tu disais 30 minutes en plus, donc plus de pollution, donc on voit que des fois il y a plus de pollution. Pollution sonore, pollution et pollution atmosphérique, donc voilà, déjà premier élément, c'est-à-dire que ça ne marche pas et que c'est plus quelque chose en fait qu'elle veut essayer de peut-être s'inscrire dans un mouvement historique, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Je répondrai à Hugo, alors juste ça c'est juste pour préciser, c'est une des 4 villes globales, parce qu'il y en a 4, donc Paris. Non mais je précise parce que si on tombe sur des gens qui on va se faire 3e sur 4, c'est ça que tu veux voilà, dire. il y en a 4, donc voilà. C'est le top 3, voilà. Dans le top 3, excuse-moi. Non mais si tu fais référence à Saskia Sassen, on risque de la faire retourner dans... Ah oui, précise donc quelles sont ces 4 villes globales pour Saskia Sassen. New York, Londres, Tokyo et Paris. Voilà, bref. Qui sont au-dessus des villes mondiales parce qu'elles sont dans l'archipel métropolitain mondial. Bref, ça c'est autre chose. Je reviens juste sur ce que disait Hugo à propos justement de ce mouvement-là. On voit bien de toute façon que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la vitalité d'une ville comme Paris ? C'est son économie, c'est sa vie. Alors, et sa vie malheureusement du commercial, économique est faite aussi par ces mouvements de va-et-vient qui sont effectués en voiture aujourd'hui. Notamment depuis l'ensemble de la région Île-de-France. Oui, j'inscris ça dans un ensemble beaucoup plus grand. Donc, non mais c'est ça qu'on oublie peut-être quand on est maire de Paris, c'est que les gens qui viennent alimenter l'économie parisienne viennent d'ailleurs, bien sûr. D'ailleurs, en partie. En partie d'ailleurs. Évidemment. Donc c'est pour ça, qu'on est dans une logique typiquement parisienne, un peu bobo, c'est-à-dire oui, on va faire comme ci, on va faire comme ça, les voies sur berge vont être récupérées par les Parisiens, sous prétexte qu'il n'y a que les Parisiens qui peuvent bénéficier de leur ville, alors qu'en fait on sait très bien qu'il y a une grande majorité qui font bénéficier Paris et qui ne sont pas des Parisiens, proprement parler. Donc voilà, il y a un problème de fond, d'autant en plus que ça ne fonctionne pas, et qu'il y a une espèce de chasse aujourd'hui à ceux qui seraient dans une logique d'aller travailler et de faire ça volontairement, de polluer volontairement. Alors qu'on voit bien que, notamment sur la voiture électrique, parce que c'est ce que apparemment on tente, on parle de transition énergétique, donc on parle de ça, on sait très bien aujourd'hui que beaucoup d'écologistes critiquent cette façon de passer vers l'électrique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire peut-être plus de centrales nucléaires, ça veut dire acheter de l'énergie à côté, donc augmenter la production nucléaire, et donc peut-être des risques qui peuvent nous rappeler les éléments de 2011 au Japon.
Merci Ma. Et justement, alors sur la vignette, pour terminer ce chapitre un petit peu sur l'environnement, on parlait d'Anne Hidalgo, Hugo relayait voilà, les pics de pollution qui ont été générateurs de la circulation alternée à Paris, mais également à Grenoble cet hiver, là, juste avant les fêtes. Aujourd'hui, on sent d'ailleurs que là, on va être demain dans un pic de pollution. Alors après, le niveau, je ne l'ai pas exactement, mais on sent que les pouvoirs publics vont être un petit peu embêtés parce qu'on a une nouvelle réforme qui est donc apparue, celle de mettre des vignettes en place pour qualifier votre véhicule, pour savoir s'il est plus ou moins polluant, et pouvoir ensuite, lorsqu'il y a un pic de pollution, dire tel véhicule, vous ne roulez pas parce que vous êtes trop polluant, et seuls les véhicules peu polluants pourront circuler dans plusieurs grandes agglomérations, et le périmètre va s'étendre au fur et à mesure. Il n'y a pas que Paris, faut-il le rappeler. Et donc du coup, aujourd'hui on est dans cette période de transition où on ne verbalise pas encore ceux qui ne détiennent pas ces vignettes, et pour cause, l'information, il faut le temps qu'elle passe, et puis deux, aujourd'hui ils sont en train de les produire, il y a des délais de 2 à 3 semaines avant de recevoir sa vignette, donc forcément vous ne pouvez pas verbaliser les gens sous prétexte qu'ils ne l'ont pas encore, il faut le temps d'adaptation. Et par ailleurs, mettre la circulation alternée aujourd'hui à Paris serait quand même mal vu, malvenu même, alors même que les vignettes sont censées entrer en instauration. Donc on sent que voilà, il y a un pic de pollution, on va se contenter pour le moment de demander aux automobilistes de baisser leur vitesse et d'adopter certains comportements, de rappeler qu'ils peuvent prendre les transports en commun, alors qu'il fait froid dehors quand même. Mais voilà, on sent qu'on est dans ces balbutiements, Hugo. Oui, mais bon, ça réglerait peut-être ce problème de circulation sur les berges, enfin les conséquences de la non-circulation sur les voies sur berge, de faire de la circulation alternée, non ? Pourquoi pas, éventuellement. Non, mais les Parisiens, maintenant, on a perdu, maintenant, c'est foutu. Non, je faisais juste un peu d'humour. Sur la vignette critère, Marc, parce que on connaît, pour ceux qui t'écoutent depuis quelques années maintenant, ton point de vue sur les questions écologistes, qui est plutôt modéré, disons-le, et voilà, avec une certaine forme de terre-à-terre. Non, mais voilà, d'être sur le quotidien et de confronter, comme je l'ai fait tout à l'heure, le quotidien aux questions écologiques et environnementales. Non, mais j'aime beaucoup le théorique. Souvent, là, on en a débattu, j'aime beaucoup le théorique, mais j'essaye de m'inscrire dans le réel, parce que au bout d'un moment, la théorie c'est bien, mais des fois la pratique c'est beaucoup mieux. La vignette critère, en fait, c'est quelque chose de très particulier. Un argument pourrait déjà servir à mettre hors d'état de nuire cette saloperie. Parce qu'on nous sort aujourd'hui que les pics de pollution, il y en a de plus en plus et que la pollution augmente. Et on compare ça avec évidemment les années qui nous précèdent, les années 70, 60. À l'époque, on ne mesurait pas les pics de pollution. Mais oui. Donc voilà, premier élément, c'est-dire que les pics de pollution, il y en a de plus en plus parce que on les mesurait pas avant. On les mesure. Parce que maintenant on les mesure. À l'époque, on les mesurait pas. Donc déjà, premier élément. Deuxième élément, je trouve ça. Le système est amené à péricliter parce que effectivement aujourd'hui, les bagnoles qui ont des bonnes vignettes, donc qui sont des bons élèves, sont des voitures qui sont récentes. Et après, il y a des différences entre le diesel et l'essence, bien évidemment, mais ce sont des voitures qui sont récentes. Voiture, moto, etc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe la catégorie de votre voiture, ce qui compte c'est la norme Euro. Donc plus vous êtes récent, plus vous êtes une norme qui est susceptible d'avoir une... Rappelons que la norme Euro, c'est la norme européenne qui fixe des niveaux, des niveaux minimum et maximum pour les différents polluants. Et donc il y a 10 ans c'était Euro 4, maintenant aujourd'hui c'est Euro 6, je crois, la plus élevée. Enfin bref. Donc déjà c'est un système qui est amené à péricliter et qui est mal fait parce qu'effectivement les anciennes voitures du parc automobile vont s'en aller et toutes les récentes qui vont arriver vont avoir forcément la vignette 1. Donc c'est un système qui a amené à péricliter. Et troisièmement... On aura peut-être la vignette 0,8. Peut-être, on ne sait pas. Et troisième élément, c'est une mesure tout à fait catastrophique d'un point de vue social. Parce que les voitures qui sont les meilleures écologiquement parlant sont des voitures aussi les plus chères, malheureusement. Alors évidemment, ceux qui achètent des voitures plus anciennes et qui mettent un fric fou parce que c'est une grande marque, etc. Mais c'est pas le cas de tous les jours. Je te parle notamment pour ceux qui travaillent à Paris. On va pas acheter une super bagnole pour aller tous les jours à Paris, etc. Paris où les voitures d'avant 1997 et les motos d'avant 2000 ne peuvent pas circuler. Alors aussi. Les motos d'avant 2000, oui, de juin, ne peuvent pas, et les voitures d'avant 97 non plus. Donc voilà, je trouve que c'est une mesure qui ne tient pas d'un point de vue écologique, social, et j'allais dire aussi sur la longue durée, sur la temporalité, c'est tout simple. Alors si je mettais de l'eau à ton moulin, je dirais aussi qu'avec toutes les polémiques qu'on a en ce moment avec les constructeurs automobiles qui faussent les résultats, on va pas bien loin. En revanche, ce système comparé peut-être à la circulation alternée qui est jour pair, jour impair et qui était bancale, on est d'accord que la vignette est quand même évidemment
un bon point. Bien sûr. Mais par contre, peut-être Mais qu'on bon. peut lui reprocher une chose, c'est d'être au même tarif pour les plus polluants comme pour les moins polluants, et qu'il faut toujours s'acquitter de la même somme, ce qui est peut-être un petit peu bancal là aussi, puisque le principe du pollueur-payeur, celui qui pollue paye, ne s'applique pas réellement à ce niveau-là, puisque C'est vrai. vous êtes peu polluant ou pas polluant d'ailleurs pour les véhicules électriques. Pas polluant selon les normes de critères, j'entends, et bien du coup vous payez quand même vos 4,18 €. Messieurs, dames, est-ce qu'il y a encore d'autres réactions sur ce sujet? Priscilla, peut-être on ne t'avait pas redonné la parole depuis tout à Non, l'heure. non, mais c'est vrai que sachant que je ne conduis pas, je n'ai pas trop d'avis sur la Voilà question. une personne raisonnée. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on se les caille dehors. Oui, Ah voilà. là, voilà, c'est bien. Maire de Paris. Il faut faire des choix, voilà. Et on parle de réchauffement climatique après. Non, je blague évidemment, on sait bien que ça La n'a aucun fameuse rapport. blague. Allez, je vous propose de passer maintenant à notre débat carte sur table autour des primaires citoyennes. Nouvelle en France en 2012, bien que déjà en partie existante. En partie, chez les écologistes, les primaires citoyennes semblent s'imposer comme mode de désignation des grands partis politiques. Les Républicains, la gauche se sont emparés du système dans l'objectif de présenter un unique candidat et un projet plus fort lors de la campagne des présidentielles. Alors bien sûr, il y a des questionnements, le choix du candidat tout d'abord. François Hollande avait été adoubé en 2012, puis a souffert durant son quinquennat au niveau popularité. Deuxièmement, ce système qui concerne deux grands partis politiques principalement est donc un mode de désignation marginal si on considère le nombre de candidats potentiels à la présidentielle 2017 pour l'heure. Un parti comme le Front National aurait-il un intérêt à réaliser une primaire? La question se pose dans ce parti. Et puis nous pouvons ajouter la participation des citoyens aux primaires, les scores importants pour la droite à l'automne, la crainte pour celle de la gauche dorénavant, et puis il y a ceux qui n'adhèrent pas aux valeurs mais qui viennent voter contre. Ça a été le cas notamment lors de la primaire des Républicains. En somme, les primaires sont-elles compatibles avec la 5ème République imaginée au XXe siècle? Et là, forcément, pour débuter cette question, je me tourne forcément vers Marc, en rappelant tout d'abord que ce soir, il y a le dernier débat des primaires de la gauche qui aura lieu. Alors si ça peut te rassurer, je vais pas changer mon programme pour ça. Compatible, oui. D'un point de vue, encore une fois, théorique, c'est tout à fait compatible, c'est même quelque chose d'assez judicieux en théorie. En pratique, ça donne quoi? On voit Pourquoi judicieux? Parce que si vous êtes, si la politique était encore idéologique, parce que c'est un peu l'idée, faire vraiment débattre des représentants d'un courant politique sur certaines souplesses, sur certains points politiques plus durs, etc., sur des mesures, c'est tout à fait logique de savoir si les partisans ont plus envie d'aller vers ça que vers autre chose, ou même les citoyens en règle générale ont plus envie d'aller vers ça que vers ça. Je pense que le principe, en théorie, fonctionne. En pratique, ça donne quoi? On le voit, dire que ce sont en fait des autoplébiscites, c'est-à-dire que chacun présente son programme, chacun y va de son petit tacle sans vraiment répondre. On voit bien aujourd'hui que c'est très symptomatique de ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. Et ce qui est encore plus dramatique aujourd'hui, c'est de nous faire croire à travers ces primaires qu'on a le choix. Pourquoi? Parce que on voit très bien qu'il y a des outsiders, que les petits candidats n'auront jamais les voix des personnes, parce qu'il y a des réseaux qui se construisent, des réseaux de partisans et autres, parce qu'il y a des réseaux financiers dont certains disposent et d'autres n'ont pas. On voit aujourd'hui également que le but est d'accéder au pouvoir, non pas de représenter les citoyens, c'est de débat d'idées comme ça. Et troisièmement, c'est l'idée aussi que on donne des idées de programme, on donne des idées d'actions à mener dont on sait pertinemment que si on en réalise 5%, ça sera déjà très bien. Donc voilà pourquoi moi je trouve qu'on est en train de garder un système qui est aujourd'hui suranné, un système qui est en fait simplement du théâtre, dont tout l'enjeu est de savoir, quand on voit les partisans parler, des militants pardon, de dire il a été très bon sur les questions écologiques, il a été très bon sur les questions éducatives, il a été très bon là-dessus. Moi, un politicien, je le juge sur ces mesures concrètes. Il était très bon, c'est-à-dire que là, on flatte non pas la politique, on flatte le personnage, sa prestance, son discours. Et c'est pour ça que je dis que c'est catastrophique, parce que dans des débats de primaire, il n'y a pas de débat. Chacun présente son truc. Il n'y a pas besoin d'organiser ça. Et je terminerai juste là-dessus en disant qu'aujourd'hui, il n'est pas normal, et tu l'as cité Nico, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, tu disais il y en a qui vont voter contre. Si on était vraiment cohérent, les seuls qui pourraient aller voter, c'était le cas d'ailleurs avant je crois, je sais pas, c'était ceux qui devraient être encartés tout simplement. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui, on entretient ce schéma d'aller voter non pas pour,
mais contre, ou en dépit. Et c'est tout à fait tragique. Et oui, c'est l'ouverture, les primaires ouvertes, telles qu'on les appelle, c'est-à-dire ouvertes à toute la population, alors qu'avant, il y avait un système de primaires au sein des partis, c'est-à-dire que les partis désignaient leurs candidats par le biais des différents congrès, des différents militants encartés dans les partis et qui s'exprimaient généralement pour des motions d'ailleurs, hein, en donnant un axe, et derrière la motion, en votant pour la personne qui la portait. Et peut-être qu'on avait une politique un peu moins incarnée et un peu plus une politique d'idées et de programmes. Pour autant, aujourd'hui, on a davantage peut-être de débats au sein des partis avec le poids des médias, le poids des Français derrière tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Hugo, ou pas ? C'est vrai qu'il y a des débats, mais ça tourne pour moi un peu à la course à l'échalote, c'est-à-dire à celui qui proposera pour le parti socialiste, c'est un peu à celui qui sera le plus de gauche en ce moment, et puis... Ils ont un dilemme au parti socialiste, voilà, c'est celui qui sera le plus de gauche comme celui qui sera le plus de droite. Alors ils ont ce dilemme, et puis il y a Manuel Valls, Mmh. qui fait un peu le contrepoids, qui se veut la gauche réaliste, comme on avait avant avec Marx, c'était le socialisme scientifique contre le socialisme utopique. Valls nous refait peut-être un peu ce coup-là en écartant d'un revers de main toute une frange qui est assez importante tout de même de la gauche et du Parti socialiste. Non, je pense pas que d'ailleurs Valls, Owen, Proudhon, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Je pense pas que Valls apprécierait qu'on le traite ou qu'on le qualifie de marxiste, mais quoi qu'il en soit, je trouve en tout cas il y a cette tendance là à vouloir c'est à qui mieux le dernier débat était sur le revenu universel, donc voilà, qui propose quoi. Alors Valls proposait le revenu décent et moi je te propose le revenu universel et moi je te le propose pour les plus de 18 ans et moi pour tous et machin et bidule. Voilà, bon, c'est pour moi des sous-débats qui auraient pas vraiment lieu d'être ou pas à ce niveau-là. Enfin, c'est plutôt peut-être la médiatisation qui me dérange, le fait que ça soit si ouvert et si diffus dans les réseaux médiatiques, qui fait qu'il y a une espèce de vol de la parole publique. On sait que ça avait été un petit peu remodelé, cette question, avec le CSA. Et là, il y a, on a eu ce moment, cette période, les Républicains, à la fin de 2016, et on a aujourd'hui cette période Parti socialiste où les médias sont très focalisés sur cette échéance-là. Et puis, du coup, il y a cette élection-là, cette élection présidentielle qui arrive et qui est ultra présente alors qu'on aurait pu attendre finalement, mais qui fait aussi que les candidats à droite et à gauche commencent à se mettre en branle. On voit avec Emmanuel Macron, on le voit avec Jean-Luc Mélenchon, on le voit avec le FN, etc., etc. Mais voilà, il y a quand même les médias qui s'intéressent plus que nécessaire, plus que de mesure à ces partis qui volent. Et puis je signalerai quand même, ne les oublions pas, les Verts, Europe Écologie Les Verts, oui, ça existe encore. Les Verts ont organisé... Yannick Jadot, qui est le représentant pour la présidentielle. Il a été élu à travers une primaire ouverte aussi, mais qui n'a pas été médiatisée. Voilà. Mais je finirai ce chapitre, ce monologue, par une autre action, une autre manière de faire les primaires. Ça s'appelle laprimaire.org. Ce sont des citoyens qui sont organisés pour eux aussi organiser une élection primaire. Il y a eu 127 000 personnes qui ont voté à cette élection sur Internet. L'objectif était de 100 000, donc il a été largement dépassé. Et donc, on a aujourd'hui une personne qui s'appelle Charlotte Marchandise-Franquet, que personne ne connaît, mais qui sera pourtant peut-être candidate à l'élection présidentielle. Peut-être, oui, parce qu'il y a cette étape des 500 parrainages qu'il lui faut, réussir à obtenir. Et puis, il y a aussi cette question du financement de la campagne. Elle a lancé un appel aux dons. Donc, l'objectif étant de récolter 300 000 euros pour mener cette campagne. Et ils en sont à 70 000 euros. Donc voilà, si ça peut intéresser des gens aussi de faire de la politique autrement. Donc ils peuvent se renseigner sur laprimaire.org, pour voir aussi comment on peut faire de la politique différemment.
et ils verront sur le site internet comment aussi c'est créé le programme, comment sont créés, je veux dire, les débats aussi. Il y avait 215 candidats au départ, alors que là on se plaint des 6 candidats à la primaire socialiste, la primaire de gauche, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Ils sont 7. Ouais, 7, pardon, il y en avait 6 pour les Républicains, si je dis pas de bêtises. Voilà, on se plaint de tous ces candidats, mais il y en avait 215 pour la primaire.org, 5 au second tour, et il y a aujourd'hui une candidate potentielle, ça dépendra des parrainages. Bon, je te demande pas qui tu avais oublié dans ta tête sur les candidats de la gauche. Alors, est-ce que je peux me les rappeler Juste un doute qui me passe par la tête, mais peut-être ai-je tort. Il me semblait que les primaires écologistes étaient plutôt, enfin, n'étaient pas des véritables primaires ouvertes, mais des primaires, je pourrais appeler entre-ouvertes, mais je ne sais plus pour quel motif. Il me semble que tout le monde ne peut pas y voter, mais peut-être me trompe-je. Alors, je pense que tout le monde peut voter, puisqu'une journaliste du Monde, je crois, a fait voter son chat. Donc c'est même plus ouvert encore que... Parce que le vote pouvait se faire par internet. Donc, c'est ça, voilà, c'est une organisation différente simplement. Bon, donc il fait que je pense que tout le monde peut voter. Autant pour moi. Priscilla, le bien fondé de ces primaires attire l'arigot dans les partis politiques, en tout cas en ce qui concerne la gauche et la droite pour cette élection. Je pense que je rejoins mes deux comparses sur la question. Honnêtement, je vois pas trop ce que ça change. Au lieu d'avoir directement des présidentielles avec des gens qu'on n'a pas choisis, on se retrouve avec 6 personnes qu'on n'a pas choisies dans un parti qui au final ne change pas. On est toujours LR, enfin droite ou gauche. Et là, on s'enorgueillit, on a l'impression de faire un truc de fou, que c'est la révolution. Au final, moi, j'ai pas plus choisi aucun des 6 que tous ceux qui arrivent à la présidentielle sans primaire. D'autant plus que ça me fait... Je vote pour toi. Si tu te présentes, je vote pour toi. Surtout que après, ça me fait bien rire. On appelle ça des primaires citoyennes. Parce que je pense que, mine de rien, il y a une sorte de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et donc, on essaye de rassurer les gens en leur disant regardez ce que vous avez le droit de faire, regardez, vous avez le droit de voter à des primaires citoyennes. Et alors là, les gens sont tout contents. Ils se sont investis d'une mission. Ça devrait être grave de préciser le mot citoyenne. C'est ça qui est grave, en fait. Non, mais c'est une sorte d'endormissement, enfin, de dire aux gens voyez, vous avez l'impression que c'est machin, et au final, je vois pas trop où est la différence. Et d'autant plus, et bon, après par exemple pour revenir sur la question de la primaire.org, c'est sûrement très, très bien, en soi l'idée est très bien, qui au final de toute façon va se retrouver bloqué par le problème ne serait-ce que des 500 parrainages. Et là on se retrouve avec le problème de ce que Marc disait tout à l'heure, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes financements, et au final ça tourne en rond et on bougera pas de là, primaire ou pas primaire. Alors si on essaye de regarder un petit peu ces primaires d'un bon œil, est-ce qu'on ne peut pas se dire finalement qu'elles permettent de façonner un projet pendant tout ce temps et d'identifier un projet plus précis quelques mois avant, là où une campagne aurait commencé à ce moment-là de l'année d'habitude. Alors excepté pour... je parle principalement pour ce qu'ont fait nos amis de la droite et pas forcément ceux de la gauche, puisqu'ils se retrouvent à faire une primaire en 3 semaines. Mais voilà, est-ce que l'idée d'organiser les primaires comme l'avait fait la gauche il y a 5 ans et comme l'a fait la droite cette année à l'automne, précédant les présidentielles, ça permet pas de façonner un projet et d'avoir des petites idées en tête et de prendre un peu plus le temps? Mais on peut très bien le faire en dehors d'une primaire, ça se faisait avant, bon, avec les primaires fermées, mais voilà, ça se faisait quand même, il y a des débats dans les partis, même si aujourd'hui, bon, la primaire de gauche intègre des personnes qui ne sont pas au Parti Socialiste, à savoir Benamias, Pinel et De Rugy. De Rugy, c'est pas grave. Oui, il rugit pas beaucoup, mais bon, De Rugy quand même. Il a pas rugi sur l'ongle. Voilà. Voilà, bon, même s'ils intègrent des membres non socialistes, Oui, parce que c'est pas les primaires des socialistes. Voilà, hein, la réflexion peut se faire et les alliances peuvent se faire aussi bien avant l'élection. Donc je vois pas vraiment ce que les primaires apportent. Bon, le fait est que ils se mettent des bâtons dans les roues, ils se mettent des vilains tacles pendant les débats et en dehors sur les interviews et les meetings, mais en fin de compte ils font campagne plus ou moins tous ensemble. Bon, je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy fera campagne tellement, mais ils feront et plus ou moins feront. Ça fait Pardon. Non, ils feront plus ou moins front, j'imagine, à la fin, où ça veut dire si le Parti Socialiste présente 2 candidats en fin de compte,
Déjà qu'ils font pas beaucoup de points, ils en feront encore moins. Et justement, tu soulignes là parfois des convergences, et eux-mêmes, au moment du second tour, puis après le second tour de ces élections, à chaque fois disent bah oui, mais on a plus de points communs que de divergences. Ces primaires, elles démontrent quand même que la politique, c'est avant tout un combat de personnes et pas toujours d'idées. C'est-à-dire que quand on les écoute et quand on voit les programmes, ils sont assez similaires, ont les mêmes idées, donc ça montre bien que quand on se présente à une primaire, c'est qu'on veut être soi-même président, plus que de défendre un réel programme différent des petits copains. Ah bah on le voit très bien avec la guerre entre Hamon et Montebourg qui ont une ligne plus ou moins semblable. En tout cas, ils pourraient gouverner ensemble. Voilà, ils pourraient très bien gouverner ensemble et s'entendre là-dessus, mais pourtant ils ne le font pas et ils décident de mener une campagne différée et du coup, ce qui risque de les amener tous les deux à perdre. Le bien fondé à la base de la primaire, quand la gauche l'a mise en place, c'était certainement d'éviter un 21 avril 2002 qui se reproduirait avec l'éparpillement des voix entre plusieurs candidats de la gauche. Aujourd'hui, cet éparpillement, beaucoup le craignent forcément, puisqu'il y a 3 candidats de la gauche assez forts, modérément bien entendu, et finalement aucun des 3 pourrait se retrouver au second tour de la prochaine présidentielle. Un raté si ça se produit, j'imagine, Marc. Marc, pour lui, c'est plutôt une réussite apparemment. De quoi? Non, mais un succès, je ne sais pas. C'est rien du tout. Rien de tout ça. Non, mais l'idée, oui, c'est l'idée de pas de se diviser, mais on voit très bien aujourd'hui que la primaire est un outil de division, on le voit très bien, au détriment de ceux qui choisissent, c'est-à-dire nous en soi. C'est un outil de division. On voit aujourd'hui qu'ils essaient de se combattre alors que certains ont des lignes totales qui sont similaires, vous le rappeliez tous les deux, vous avez tout à fait raison. Mais l'idée, si vous voulez, les primaires est en soi, au fondement, quelque chose d'un petit peu absurde, parce que l'idée c'est une primaire, et puis celui qui gagne, en gros, vous ne vous présenterez pas contre lui. Sauf que là, on oublie un élément, c'est le cas Macron. Alors, je n'ai pas envie de faire de la politique politicienne, loin de là, mais ça aussi, c'est un vecteur qui va forcément jouer, parce que tous les gens, alors ça, ils voient arriver quelqu'un de nouveau, enfin, nouveau. C'est un vieux de la politique, qui a été dans les plus grands groupes que tout le monde conchit, mais que tout le monde maintenant veut soutenir Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait il y avait un mouvement. Je pense que on aurait pu être à un tournant peut-être du monde politique, de la politique de la 5e, et on est en train de voiler tout ça, et tout le monde reprend ça à l'express, tous les tabloïds le reprennent, Macron en marche, Macron ceci, Macron cela, et je regrette que si jamais il arrive à passer au second tour, je me dis qu'on est passé vraiment bien loin d'un objectif qui était beaucoup plus sain, qui était justement de balayer cette ancienne clique-là. Ça n'aurait pas été simple, évidemment, mais là, il va arriver quelqu'un, mais personne c'est l'enjeu du structuralisme. Tout le monde oublie le contexte. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'homme sans le contexte. On sait très bien d'où il vient, on sait qu'il a fréquenté des grands instituts, il a des banques, etc. Enfin, je veux dire, c'est triste de voir les gens racoler derrière lui en pensant qu'il est différent des autres, alors qu'en fait, sociologiquement, c'est leur pâle copie, si vous voulez, version peut-être plus libérale, comme l'idée d'une gauche libérale qui aujourd'hui, est reprise. Marc, Macron, un gars comme les autres, les primaires, c'est pas top. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut faire comme au Front National, un candidat désigné d'office de toute façon? Non, je dis qu'il faut un candidat qui montre patte blanche. Et visiblement, là, non. On voit aujourd'hui que les personnes qui nous sont présentées sont des personnes qui sont triées. Alors, on parle des 500 signatures, mais allons encore plus loin. Ceux qui sont susceptibles d'être aujourd'hui élus sont des personnes qui maîtrisent, qui ont un carnet de relations important, qui disposent des réseaux, qui disposent de financement. Je rappelle que Marine Le Pen, on a droit ou pas être d'accord. D'ailleurs, Mélenchon l'a dit, c'est pas normal qu'elle trouve pas de financement. Donc, il y a une guerre aussi d'influence, un jeu d'influence qui s'y passe. Moi, je trouve qu'il faudrait quelqu'un de la société civile qui se lève et que les gens, si vous voulez, fassent tomber la barrière de se dire oui mais il a rien comme appui, qu'est-ce qu'il va faire. Non, il fera pas moins, pas plus peut-être que quelqu'un qui vient d'un sérail politique dont on connaît aujourd'hui le déroulé, un déroulé classique. Alors quand ça va pas d'un côté on va aller de l'autre, puis lui il a pas fait ça, on va croire en lui, mais bon lui il va pas être capable de faire ça. Non, il faudrait quelqu'un un peu dans la veine de Coluche, si vous voulez, qui fasse bouger les lignes, pas forcément Coluche, mais qui fasse bouger les lignes. Là il aura du mal à revenir. Non mais je vous dis, dans l'idée c'est Pepe Grillo en Italie, c'est comme ça. Je parle pas de lui, non mais je veux dire dans le personnage, il faudrait que ce soit quelqu'un qui montre patte blanche, dont on sait pertinemment qu'il soit représentant du peuple, et encore une fois qu'il y ait une désignation d'un gouvernement qui soit une désignation de représentativité et non pas de représentation. Le président peut être tout à fait
dans la représentation, c'est-à-dire que ce sont des gens, ni droite ni gauche, on s'en fout de savoir ça. Le but, c'est de gouverner la cité. Alors on peut aller d'un côté ou d'un autre. Moi, je suis pour un gouvernement de gens raisonnés, qui n'ont que faire de savoir si c'est de droite ou de gauche, qui s'en fichent de savoir s'il faut suivre la ligne du parti parce que c'est le parti qui l'a dit. Ça, c'est des logiques soviétiques un petit peu. Je veux des gens, peut-être dans une version idyllique de la chose, des gens qui raisonnent avant de penser d'abord à leur agenda et à leurs relations politiques. Je rêve de ça, je rêve d'un gouvernement qui soit... Non mais c'est vrai, qui soit qui soit au contact, qui viennent de sociétés civiles, et qu'on en a assez de voir des gens qui font des métiers de politiciens, qui sont professionnalisés là-dedans, et qui n'ont en fait arrivent au pouvoir aucune légitimité parce qu'ils ne font rien de ce qu'ils disent. Oui, on parlait de la primaire.org et ça m'est revenu tout d'un coup alors je suis plus très sûre, ça fait longtemps, un site, il me semble, qui s'appelle Le Message, qui propose en fait, au-delà de la question de primaire ou pas primaire justement, de repenser tout simplement le processus démocratique, que tout simplement la manière dont on vote de toute façon n'est pas viable. Ça passe par les 500, machin, etc. etc. On se retrouve avec donc 6 pecnos dans lesquels on doit choisir par dépit parce que de toute façon en général on n'a pas trop le choix. Et donc de repenser entièrement ça et donc de repartir sur la question justement, alors même si elle était loin d'être parfaite, de la démocratie athénienne, parce que bon, il y a plein de gens qui n'avaient pas le droit de voter, mais dans le processus en tout cas, de pouvoir élire n'importe qui, de la cité comme tu disais Marc, qui aurait au final, qui serait capable, au-delà de la question des finances ou des relations, des gens qui ont des vraies bonnes idées, qui ont vraiment envie de faire quelque chose, et que pas n'importe qui, mais à partir du moment où on a un peu de légitimité dans les idées en tout cas, de pouvoir, pourquoi pas, se présenter. Donc je trouvais l'initiative assez intéressante, bon elle a ses lacunes évidemment aussi, mais de proposer aussi voilà, encore autre chose, mais autre chose vraiment carrément d'en refaire en tout cas les fondements même de la manière dont le vote se fait en France actuellement. Moi j'ai eu la sensation, merci Priscilla, pardon, j'ai eu la sensation au lendemain des élections de la primaire de la droite, de me dire, avec ces primaires de la droite, on a eu une présentation, enfin on est au-delà de tous les messages, de tous les discours et de toutes les promesses, on a eu une droite quoi, dans le sens où on avait bien des programmes de droite qui étaient proposés, et toute la diversité de la droite, ce qu'on ne voyait pas forcément. On connaît la diversité de la gauche avec les précédentes primaires, et on avait du mal à situer un petit peu les gens à droite dans leurs idées, dans leurs propositions, et j'ai eu la sensation quand même qu'il y avait Hugo, grâce entre guillemets à cette primaire. Après on peut être pour ou contre les idées qui sont proposées, au moins il n'y avait pas de doute, chacun avait des positions bien différentes. Après ils feront ce qu'ils feront au pouvoir s'ils y parviennent, mais au moins le jeu était clair. Tu veux dire qu'il y avait un petit peu d'humanité chez les Républicains ? Je n'ai absolument pas dit ça. Non, là il a le pull, donc il est en train de les défendre. Tu parles du pull d'Hugo, oui. Ouais. Oui. De quoi, mon pull manque d'humanité ? Non, il est très républicain. Bon, je pense pas du tout. Aux couleurs de... Voilà, la réponse à la question. La question étant... Bah oui, c'est vrai que ça montre de la diversité, ça la montre aussi au Parti Socialiste. Mais de là à la représenter au pouvoir, ça sera une autre question. Et je pense que justement, ces rapports de force qui ont existé pendant les élections avec les scores de chacun des candidats amènera à ce que la ligne de François Fillon, la ligne peut-être la plus dure qui était représentée lors de ces élections, sera la ligne dominante. Et je pense pas que les voix plus modérées auront voix au chapitre. Parce que justement, l'élection légitime de manière encore plus forte cette ligne-là, la ligne de François Fillon, où comme elle aurait légitimé celle d'Alain Juppé s'il avait gagné par ailleurs. Mais voilà, le fait d'être élu comme ça, qui plus est dans une élection primaire ouverte, fait que cette ligne est presque incontestable. C'est marrant de voir que les gens ont mis à la porte Nicolas Sarkozy qu'ils ne pouvaient plus voir parce que c'est le personnage qui dérange, pour mettre François Fillon qui est pire entre guillemets sur le plan politique. Oui, mais ce sont majoritairement des personnes de droite qui ont voté lors de ces élections. Donc voilà, eux et Sarkozy, bon, le divorce n'était pas encore consommé. Donc je pense qu'ils auraient pu
très bien accepté de voir Nicolas Sarkozy au pouvoir. Bon, La cote de popularité de Nicolas Sarkozy chez les sympathisants de droite, Je crois qu'on est en en train termes de te de perdre, personnage, Hugo, n'est là. pas, Tu n'est pas commences à bonne. dire des conneries. Je crois que le culte te fait pas du bien. Ah oui, non, non, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que sans ils aller sont- jusqu'à la sont cote de plus- popularité de François Hollande, on était oui, pas non, très bon, hein. je veux pas dire qu'il était non plus la personne préférée parmi les sympathisants de droite, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient plus susceptibles de voter pour lui que la population de manière générale. En tout cas, les primaires nous auront permis de débuter l'élection présidentielle depuis désormais le mois de juin 2012, puisque tout le monde se demandait qui allait se présenter aux primaires. C'est chose faite, elles se terminent, et c'est au bout de 5 ans de campagne électorale que tout cela va s'achever finalement. Ouais, on n'a pas fini d'en parler, de voir des débats. Bon, il y a, c'est vrai, ce week-end, là, le premier tour, bientôt le second, et puis ouais, on arrive, on fait 15 millions d'élections avant d'arriver aux fameuses élections, et après on s'étonne que les gens n'aillent pas voter. Bon, moi ça m'étonne qu'à moitié quand je vois ça. Et tu iras voter. Ne te plains pas. Mais certainement pas dimanche. Allez, merci. Oui. Parfait. Bref, c'est pas grave. Vas-y. Non, je parlais des élections présidentielles, Hugo. Je ne t'ai pas attaqué là-dessus. Bon, c'est pas une attaque non plus, les gens sont libres d'aller si, voter. devant moi, c'est une attaque. En tout cas, on ne peut conseiller qu'aux gens de s'intéresser aux questions que nous avons évoquées ce soir. D'une part, l'écologie, bien sûr, l'environnement, à travers les ouvrages que Priscilla nous a présentés. N'hésitez donc pas à vous faire votre propre idée. Bruno Tertrais, Les guerres du climat, contre-enquête sur un mythe moderne au CNRS. Et puis Valérie Cabane, Un nouveau droit pour la Terre pour en finir avec l'écocide. Anthropocène, Seuil, voilà pour l'édition. N'hésitez donc pas à vous instruire et puis également à regarder ces débats qui vous sont proposés à la télévision pour savoir ce que proposent les différents candidats aux élections et en particulier à l'élection présidentielle à venir. Voilà, c'est la fin de ce 6e numéro de Descartes en main. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à nos débatteurs de ce soir, Priscilla, Hugo et Marc. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, à vos Facebook et Twitter pour commenter et réagir à cette émission. À bientôt, bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.